Bonjour Jade Génin. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, ravi de vous accueillir. Vous pensez vos créations comme des bonbons, vous en avez mis certains autour de vous et on va en parler dans un instant. Votre chocolaterie, vous l'avez installée à 2 pas de l'Opéra Garnier, on parlait d'Émilie in Paris à l'instant, ouverte il y a 2 ans. Avant de parler des petits produits magnifiques avec lesquels vous êtes venus sur ce plateau, un mot, Jade Génin, de votre parcours assez singulier. Vous avez pratiqué le patinage artistique à haut niveau, vous avez été avocate d'affaires. Drôle de chemin pour finir dans une chocolaterie? Eh bien, pas tant que ça, puisque c'est un virus qui m'a été transmis dès toute petite, puisque mon père est lui-même chocolatier. Donc Jacques en fait, Génin. exactement. Et en fait, je suis née dans le chocolat et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Donc j'ai d'abord pris quelques routes alternatives, mais j'y suis revenue parce que c'est ce que j'ai dans le cœur. C'est comment d'être née dans le chocolat? C'est sympa? Ah bah c'est fabuleux. C'est fabuleux et c'est évidemment pas courant, mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Vous portez les mêmes initiales, effectivement, que votre père, Jacques Génin, bien connu des amateurs de chocolat. Comment s'est fait cette transmission? Très naturellement. Simplement, je pense que dans les métiers d'artisanat et d'entrepreneuriat, il y a quelque chose de très communicatif parce que, par exemple, j'ai jamais eu de nounou. S'il y avait des sujets de garde, j'allais directement à l'atelier de mon père. Pareil pour les mercredis après-midi. Quand j'ai voulu commencer à avoir un peu d'argent de poche quand on grandit, c'était très facile de monnayer contre un coup de main à la chocolaterie. Donc, en fait, ça se fait naturellement sans qu'on y réfléchisse. Sans parler de la corruption en chocolat. Et puis tous les deux, vous partagez bien sûr l'amour du chocolat, l'amour aussi de l'artisanat, Oui. ne pas dépasser une certaine quantité, utiliser le moins de machines possible, c'est ça? Oui, l'amour, je dirais l'amour du beau et du bon. Mon père, c'est un amoureux du produit et moi, je suis vraiment une amoureuse du geste, de l'artisanat dans toutes ses formes. Ça peut être en joaillerie, ça peut être sur de la gastronomie. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est primordial et qui se retrouve dans nos deux identités. Votre touche à vous, donc, parce qu'il a bien fallu vous faire un prénom à côté de votre père, c'est le fond et c'est la forme. On le voit derrière vous. J'espère qu'on voit bien les créations à l'antenne. Et votre marque signature, voilà, c'est la création signature, on la voit sur le côté de l'écran. C'est cette forme pyramidale qui rappelle la pyramide du Louvre, à côté de laquelle vous êtes installé ici à Paris. Ça, c'est pour la forme. Et puis pour le fond, ce sont des saveurs qui font voyager, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, là, on a une proposition qui est un peu hors des sentiers battus de la chocolaterie, où on s'inspire beaucoup de la cuisine salée, que ce soit par les associations de saveurs ou par la manière de travailler. Donc, on travaille avec des produits frais, naturels et de saison. Et puis, on va proposer des chocolats comme un chocolat au basilic et à la coriandre thaïlandais, un chocolat à la lavande et au pignon de pin, à côté, bien sûr, des classiques qu'on aime tous, comme le praliné à la pistache de Bronte et le praliné à la noisette. Ouais, mais au bout d'un moment, le praliné, il faut changer, c'est ça? Et il faut un équilibre, c'est comme dans la vie. Parfois, on a envie de choses plus raffinées, parfois, on a envie de choses plus gourmandes et réconfortantes. Donc, il faut avoir une palette de possibilités devant soi pour s'adapter aux humeurs du jour. Et c'est comme ça qu'on retrouve, je crois, du za'atar, notamment dans vos chocolats. Ça, c'est hommage Absolument. à vos racines familiales? Absolument. Donc, un petit peu. Alors, le salatar que j'utilise, c'est pas le mélange libanais, c'est la fleur sauvage qui est de l'origan, en fait. Celui que j'utilise provient de Palestine. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont teinter mes créations. Donc, ça peut être mes voyages, ça peut être des origines. Et j'essaye de rassembler tout ça dans un chocolat qui parle à tout le monde. À quel moment, quand on est artisan comme vous, on se dit, voilà, j'ai trouvé le parfait équilibre, justement, quand on fait des choix qui sortent un peu des sentiers battus, entre quelque chose qui, nous, tout venant, néophytes, est plutôt teinté de sucre, et quelque chose de plus salé. À quel moment vous dites, ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé? Jamais, je pense. Jamais? Jamais, jamais. Et je pense qu'en plus, quand on est entrepreneur, en plus d'être artisan, on se remet toujours en question. Mais à un moment, il faut trancher. Donc, à un moment, on y va. Mais enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, il n'y a jamais un moment où je suis sûre de moi. Et ce qui est beau dans l'artisanat, c'est que la répétition nous permet de s'améliorer à chaque fois. Et le palais auquel vous faites le plus confiance, c'est lequel? Le vôtre, celui de votre père? Est-ce que vous lui faites goûter? Je lui fais goûter quand j'estime que c'est terminé. Ouais. Parce que j'ai pas envie que ça m'influe trop. Mais évidemment, je lui fais goûter. Il y a mon père et il y a aussi ma mère qui est hyper exigeante. Je pense que c'est ma première critique. Et, enfin, en toute bienveillance, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, oui, évidemment, je leur fais goûter à eux. Mais l'idée, c'est aussi de faire goûter au plus de monde possible parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive, comme vous disiez, à trouver l'équilibre finalement de ce qui va plaire parce que c'est quand même ça qui est important aussi.
Et vos clients, est-ce que parfois ils peuvent être un peu désarçonnés précisément par des choix un peu audacieux Oui, Ouais. oui, ça arrive. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est qu'ils soient désarçonnés positivement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, s'ils font juste une grimace parce qu'ils trouvent ça atroce, on a raté. Ce qu'il faut, c'est l'effet de surprise. Je m'y attendais pas, mais ça fonctionne. Et c'est ça qu'on recherche. Ça veut dire qu'un chocolat, pour vous, c'est pas nécessairement, comme on le disait tout à l'heure, un petit bonbon de fin de repas. Ça peut pouvoir se manger à chaque moment de la journée. Si. Et puis moi, j'aimerais beaucoup que ça devienne un élément de partage, parce que c'est beaucoup un plaisir solitaire aussi, le chocolat. Ah oui, vous une trouvez envie de sucrer. Ouais. Il y a moins d'échanges autour d'un repas. On est assis, on est ensemble, on discute autour de ce qu'on est en train de manger, alors que parfois le chocolat, on peut manger un peu tout seul. Plaisir coupable. Exactement. Et ce que je recherche aussi avec ces saveurs un peu surprenantes, c'est que les gens échangent dessus, pour que ça devienne aussi un moment de partage. D'ailleurs, je crois que vous faites des formats aussi qui sont plutôt des petits formats. Absolument. Précisément sur le pour thème la dégustation. Du bonbon. Exactement. Alors quand même, les Français ont l'habitude, pas qu'à Noël, mais c'est un gros moment pour les chocolatiers, bien sûr, avec les fêtes de Pâques, de s'offrir du chocolat. C'est un aliment, ou en tout cas un plaisir dont le prix continue de grimper. Je crois que c'est une augmentation de 22%. Alors bien sûr, c'est un coût pour vous, les artisans. C'est un coût à la fin pour le client. Comment on fait pour que ça ne devienne pas trop un mets de luxe, le chocolat ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut que ce soit un mets de luxe, parce que c'est un produit exotique, importé. Et du coup, je pense qu'il faut justement le labeller comme un produit qu'il faut consommer en y réfléchissant. En étant raisonnable ? Oui, je pense. Et raisonnable, ça ne veut pas forcément dire ne pas en consommer quand on en a envie, mais consommer le bon chocolat, peut-être se renseigner un petit peu avant de consommer. Savoir d'où il vient, dans quelles conditions il a été produit, exactement. Exporté, surtout que la culture du cacao peut soulever plusieurs questions et problématiques. Et du coup, c'est bien, je pense, de les intégrer tout en ayant conscience aussi que c'est un produit qui vient de loin, un peu comme l'avocat, par exemple. Peut-être qu'il ne faut pas arrêter d'en manger, mais peut-être qu'il ne faut pas en manger tous les midis. Et qu'on voit toutes les sauces. D'ailleurs, j'en profite pour saluer notre programmateur qui est amoureux et du chocolat et d'avocat. J'imagine du coup que vous sourcez votre cacao, évidemment. Absolument. Et vous savez d'où il vient. Absolument. Je travaille qu'avec un seul agriculteur qui est situé au Honduras et Nicaragua, qui transforme lui-même ses fèves sur la plantation, ce qui, moi, me donne une transparence complète parce qu'il n'y a aucun intermédiaire entre lui et moi. Et eux, leur permet d'avoir une meilleure rémunération et du coup aussi des meilleures conditions sur la plantation. Bon, et l'ambiance à la chocolaterie, là, c'est comme dans... c'est Willy Wonka, ça court dans tous les sens ? Ça court dans tous les sens, oui. Ça court dans tous les sens, surtout que la manière dont on travaille fait que nos bonbons de chocolat ont une durée de conservation assez courte puisqu'on n'utilise pas de conservateurs et des produits frais. Donc, en fait, on a beaucoup de mal à anticiper le pic d'activité. Et là, ça court dans tous les sens. Bon, je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes et de belles ventes avant ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Jade Génin, avenue de l'Opéra, la chocolaterie juste à côté de l'Opéra Garnier, si vous voulez vous ravir les papilles. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau avec vos créations qui vont être englouties, je pense, très vite par l'équipe de Parlons-en.